Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Polygone. À mes côtés, 4 invités pleins de talent. Tous ont participé à des télécrochets, tous viennent de Moselle-Est et nous allons revenir ensemble sur l'impact de ces émissions. Est-ce que cette visibilité peut leur servir de tremplin? Pour en parler, j'ai à mes côtés Giuliana Losardo et Loane Adeline Vérin. Vous avez participé tous les deux à la dernière saison de The Voice Kids sur TF1. Ce sera l'occasion pour vous de revenir sur cette aventure incroyable. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. J'ai la joie d'accueillir Marina D'Amico. Vous avez participé à X Factor en 2011 où vous êtes allée jusqu'en finale. Puis on vous a revu aussi dans The Voice en 2014. Merci d'être présente pour revenir sur ces expériences. Avec plaisir. Et enfin Johanna Lagrave qu'on a découvert en 2008 dans la Star Academy 8 sur TF1. Vous aviez atteint la demi-finale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors on va commencer cette émission avec les plus jeunes et qui ont participé le plus récemment à une émission. Giuliana, Loane, vous avez fait sensation il y a quelques semaines dans The Voice Kids saison 10 et le premier qu'on a vu sur TF1 c'était toi, Loane. Alors on s'en souvient, tu as fait fondre en larmes beaucoup de monde et notamment ta coach Lara Fabian. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment où elle s'est retournée justement lors de ses auditions à l'aveugle? C'était compliqué émotionnellement parce que je pensais que ça ne s'était pas retourné. Parce que sur le plateau, il n'y a pas le bruit du buzzer. Du coup, quand elle s'est retournée, j'ai juste vu la lumière blanche. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, elle s'est retournée. Et après, j'ai pleuré. Oui, parce que tu t'es dit, ça y est, l'aventure démarre et tu y es, tu as réussi. Je pensais que c'était fini. Et est-ce que c'était un rêve pour toi, une ambition de participer justement à cette émission? C'était un rêve depuis que j'ai commencé de chanter. Ok. Et Giuliana, lors de ton audition à l'aveugle, les 4 coachs se sont retournés. C'était quoi ton premier sentiment à ce moment-là? C'était incroyable, je savais pas quoi dire, je savais pas comment réagir parce que pour moi, je regarde The Voice depuis que je suis toute petite, depuis que ça a commencé The Voice Kids, The Voice Adult aussi, et donc c'était incroyable de voir les 4 coachs et du coup de revoir Claudio. Et en fait, c'est des artistes que j'adore et au quotidien que j'écoute, donc c'est incroyable. Alors l'aventure ne s'est pas arrêtée là pour vous deux. Vous avez ensuite passé les battles pour vous retrouver jusqu'en demi-finale. Loane, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé toute cette aventure. Les battles, c'était une ambiance incroyable. On était tous au même hôtel. On avait une salle commune et on était tous ensemble. Tous les soirs, on était en bas à l'hôtel. Et même dans la family room, dans le studio, c'était incroyable. C'était une ambiance incroyable. Oui, on le ressent un petit peu dans l'émission. Il n'y a pas trop cette compétition entre vous. Il y a même des amitiés qui se sont tissées. Oui, il y a des amitiés qui se sont tissées. Comme pour ma battle, on est Marie-Lou et Hugo. Ça c'est très bien. On s'est très bien entendu dès qu'on s'est vus. Et puis on garde encore contact. Et comment ça s'est passé avec la coach Lara Fabian? Est-ce qu'elle venait vous voir régulièrement pour discuter avec vous pendant l'aventure? Alors en fait, on la voyait que pour le coaching avec Garo. Ensuite, on était venu à un moment pour l'enregistrement avec Garo. Ensuite, on est rentré chez nous. Et ensuite, on est revenu pour l'enregistrement des battles et on l'a revu On a des coachs vocaux entre tout ça et moi, j'avais eu Sophie Delmas. D'accord. Et pour toi, Giuliana, comment tu as vécu toute cette aventure après l'audition à l'aveugle? C'était encore plus magique. J'ai partagé du coup une très belle battle avec des personnes formidables et que je continue toujours à parler avec eux au quotidien et qu'on se revoit, etc. Et c'était trop cool, on s'est trop amusé comme Loane l'a dit aussi à l'hôtel avec tous les autres. Et même si du coup pour le coup j'aimais pas trop la chanson que j'ai dû chanter, mais après c'est l'émission et il fallait le faire, donc j'étais contente parce que moi je suis plus sur les chansons un peu tristes, un peu qui parlent d'amour, etc. Et là du coup il fallait donner l'énergie, du coup c'était un challenge, mais du coup j'ai su le relever. Bien sûr. Du coup donc je suis très contente. Et toi, tu étais du coup dans l'équipe de Claudio Capéo que tu connaissais déjà, tu avais partagé des scènes avec lui. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassurait d'avoir justement un visage connu parmi les coachs? Oui, parce que quand même, il savait un peu du coup comment c'était ma façon de chanter, comment j'étais sur scène, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée. Il a su me donner encore des conseils.
Donc j'étais très contente et surtout d'avoir un visage, on va dire, familier que je connaissais déjà d'avant. Donc ça m'a permis de prendre des marques. Alors Marina, je vais me tourner vers vous, Marina D'Amico, qui est devenue un petit peu une spécialiste de The Voice, on peut le dire. Vous aviez participé vous-même en 2014 et vous êtes aujourd'hui coach vocal et vous êtes notamment la coach de Loane et Juliana. Ça vous a fait quoi de voir vos deux petits protégés sur la scène de The Voice Kids? Eh bien, j'étais très heureuse de les voir réaliser, on peut dire, je peux dire leur rêve, quoi. Je trouve que c'est une belle expérience jeune. Enfin, ils auront de beaux souvenirs, des vidéos, et puis dans le CV artistique, c'est toujours sympa de nommer une émission quand on l'a faite. Et voilà, je suis très satisfaite du boulot qu'ils ont effectué pendant les heures de cours, et en plus après sur le plateau, c'était plus les mêmes, quoi. Forcément, quand on est sur scène, c'est pas la même chose. L'adrénaline et le stress font que soit ça passe, soit ça casse, et là c'est passé, quoi. Donc j'étais très contente. Et justement, Juliana, c'était différent pour toi de justement être sur scène, parce que tu avais fait déjà plusieurs scènes avant, et là d'être sur un plateau télé, qu'est-ce qui change? C'était formidable, il y a tout qui change. Moi j'ai fait plusieurs scènes du coup auparavant, mais des scènes ici, même des spectacles, et c'est pas du tout comme sur le plateau. Donc quand tu arrives, c'est un peu comme dans un rêve. Et puis voilà. Oui, et puis il y a les caméras aussi, je pense que ça peut être un petit peu impressionnant les premières fois. Ah oui, au début j'étais comme ça, je savais plus quoi dire. Et puis après il faut se remettre dedans, il faut faire comme si on était chez nous. Enfin, voilà, mais il faut tout donner, même si on est un peu impressionné par ce qui se passe, mais faut pas changer comme on est. Enfin, faut rester comme on est, et voilà. Et Loane, toi, on a vu que tu as un petit peu, tu as aussi cette timidité, etc. Donc comment tu l'as vécu d'être un peu sous le feu des projecteurs? Déjà, le public, j'avais l'impression que c'était plus grand. Et par contre, la scène, elle était, on peut dire, immense, parce que c'est impressionnant de voir tous les 4 fauteuils des coachs alignés devant toi, alors que tu vois ça tout le temps à la télé. Et donc Marina D'Amico, donc on l'a dit, vous avez participé à The Voice en 2014 en tant que candidate. 2 ans auparavant, vous aviez fait aussi sensation dans X Factor sur M6 en arrivant jusqu'en finale. Alors on fait un petit bond dans le passé pour revenir sur ces expériences. Qu'est-ce que vous retenez de ces aventures, notamment au premier X Factor? Alors pour X Factor, ce que je retiens, c'est que en fait j'ai dû, malgré moi, grandir un peu plus vite. C'est-à-dire que j'étais entourée d'adultes et forcément, j'avais pas le choix en fait je pouvais pas être la petite ado en mode je fais quoi, je me mets où, je me place où. En fait, on n'avait pas le choix. Il y avait des chorés chaque semaine, il y avait des oui, ça date ça. Voilà, effectivement. Ouais, il y avait des chorés chaque semaine, il y avait des challenges en fait chaque semaine à faire. Et c'est vrai que voilà, les expériences là m'ont fait grandir plus vite. Et ce qui est vachement cool, c'est que maintenant en fait j'ai un autre regard. Quand je dois coacher du coup les personnes qui veulent faire des castings ou simplement chanter sur scène, je peux leur apporter mon expérience avec ce que j'ai vécu, quoi. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu donner comme conseil à Loane et Juliana par exemple, et puis il y a eu d'autres élèves aussi que vous avez emmenés sur ces émissions, mais qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en conseil en plus que vous n'auriez peut-être pas pu si vous n'aviez pas participé vous-même à ces émissions? Bonne question. Là sur le moment là, je sais pas trop. Peut-être par rapport aux caméras ou aussi... En fait, on n'a même pas parlé des caméras pour tout vous dire, parce que je pense que c'est à chacun de se faire sa propre image. Pour moi, je me disais que c'était ma meilleure amie en face, comme ça c'est réglé. Mais c'était plus vis-à-vis des pré-castings, de se dire, écoutez, il y en a au moins 5, donc accrochez-vous, et si ça passe pas, tant pis. En fait, c'était plus de les remettre un peu, leur expliquer que c'est pas la vraie vie, toutes ces émissions qu'on fait. C'est la vraie vie, mais d'un autre sens, c'est... On vit notre rêve le temps d'une soirée ou 2. Mais après, ça s'arrête et on retourne à l'école ou on retourne dans notre travail, etc. Et c'est ce qu'il fallait expliquer aussi aux parents et aux enfants, de leur dire que, écoutez, c'est une expérience, il faut la vivre à fond, mais quand ça s'arrête, il faut être derrière eux, justement, pour pas que tout leur petit monde s'effondre. Et voilà, donc les parents le font très très bien, ils sont à donf sur les réseaux, ils font beaucoup de scènes, et voilà, moi c'est plus en fait l'avant, l'après, et le pendant, c'est à eux de le vivre pleinement, quoi. Et du coup, après X Factor, il y a eu The Voice, donc 3 ans après. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir un petit peu comme ça sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de retenter une expérience comme celle-ci? Alors moi, je voulais le faire directement après X Factor parce que j'étais dans le bain. Et je me suis dit,
Bon, bah, j'avais envie en fait de me challenger. Sauf que donc il m'avait dit que c'était trop tôt et que non, tout simplement. Donc finalement c'est Bruno Barberes qui m'a appelé l'année d'après. Donc c'est le directeur de directeur casting, artistique des castings. Sauf que j'étais pas trop prête, donc il m'a dit c'est oui ou c'est non. J'ai dit bah oui, et du coup je suis allée faire le casting. Et oui c'est clairement oui ou non. Et du coup je suis allée faire le pré-casting et j'ai perdu le fil par contre de la question, je sais plus ce que vous m'avez posé. C'était qu'est-ce qui vous a donné envie de faire The Voice? Donc voilà, Bruno, donc après il m'a demandé donc oui ou non, donc j'ai dit oui. Je suis allée faire le pré-casting et c'était, je sais pas trop comment expliquer. J'avais envie en fait de voir si je valais encore quelque chose, pas aux yeux des gens, mais en fait pour moi. Tout simplement. Et c'était un peu qui tout double parce que forcément sur les réseaux je me suis fait tailler parce que j'avais déjà fait une émission avant, j'ai eu le droit au petit harcèlement de base en mode elle est pas morte, etc. Oui. Mais ce qui est bien c'est que ça fait quand même rebondir. C'est bien d'en parler aussi parce que dans les émissions on a beaucoup de plus mais on a aussi du moins. Et ça il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut être derrière aussi. Parce que derrière les réseaux, derrière les écrans c'est tellement facile. Mais moi, j'ai une expérience similaire à Juliana. J'avais chanté avec Garou quelques mois avant de faire The Voice à Amnéville. Et je pensais qu'il allait me reconnaître. Mais sauf que je me suis dit, bon, c'est qui tout double parce que s'il reconnaît ma voix ou quoi, on ne sait jamais. Et bon, il ne m'a pas reconnue ni même quand il s'est retourné, mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience quand même. Johanna, je vais m'adresser à vous. En 2008, vous avez donc participé à une autre émission, la Star Academy. Alors, c'est une expérience un petit peu différente des autres émissions parce que vous avez suivi pendant 2 mois cette formation artistique sous les yeux de centaines de milliers de téléspectateurs. Comment vous avez vécu justement cette expérience en étant justement enfermée pendant plusieurs semaines? C'était 3 mois. Déjà 3 mois intensifs. C'est une expérience qui est encore différente, je pense, que des X Factor ou de The Voice, parce que du coup, il y a l'aspect télé-réalité. Et puis, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas dès le départ. Donc, le plus compliqué, c'était pas de s'adapter justement au plateau télé, parce que le plateau télé, c'est le rêve qui se réalise. C'est le fait de pouvoir avoir accès à des gens qui sont sur leur canapé. Et le but est d'aller attraper leur cœur alors qu'ils sont en train de manger des chips. C'est ça, le but, c'est de passer l'écran. Mais la télé-réalité, c'est encore autre chose parce que y a notre personnalité. Il y a le fait que les personnes nous prennent pour des personnages. Alors qu'en fait, on vit notre vraie vie. Et il y a tout un aspect qui est très étrange à comprendre. La vie en communauté aussi, c'est pas simple. Moi je suis fille unique de base, donc frère, sœur, je sais pas du tout. Et donc le fait de se retrouver avec 14 personnes qu'on n'a pas choisies, mais qui partagent le même rêve ou qui ont d'autres aspirations, mais ça pour le coup on le sait pas quand on arrive, d'être propulsé, c'est vraiment en fait la Star Academy, c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens s'attendent déjà à voir un groupe et à potentiellement choisir leur préféré. C'est un peu comme un jeu vidéo. Moi, je l'ai vu comme les Sims. Chacun choisit son personnage et puis la personne qui nous aime bien choisit de nous nourrir quand il faut voter. Voilà. Il y en a d'autres de ma saison qui l'ont pris comme un camp de concentration. Donc, comme quoi, tout est une histoire de point de vue. Mais en tout cas... pareil, j'ai perdu le fil de la question. C'était comment vous l'aviez vécu, et du coup, est-ce que c'était une volonté de participer? C'était un rêve aussi, une ambition depuis longtemps de participer à ce type d'émission? Alors pas du tout. Oui et non. J'étais plus de la team Nouvelle Star à l'époque. Donc j'avais pas du tout cette envie de participer à une télé-réalité. Et à l'époque, je suis du coup à la Musique Academy Internationale à Nancy, et donc monsieur Bruno Barberes est venu faire une masterclass. Et à l'époque, il me dit qu'il veut m'envoyer à Nouvelle Star. Mais là, tout de suite. Sauf que moi, je fais ma formation. Je tiens à finir ma formation parce que je pars du principe que si je suis là, c'est parce que j'ai un truc à faire ici. Et je voyais pas l'intérêt en gros, de stopper mon année en cours et aller faire une émission sans savoir la finalité, sans savoir si vraiment ça allait marcher ou pas. Donc je voulais finir ce que j'avais commencé. Et en fin d'année, il me propose la Star Academy. Sachant qu'il m'avait déjà dit quelque chose qui m'avait rendue réticente par rapport à la Star Academy. Bref, il a réussi à me convaincre.
Et je me suis rendue à Paris et puis la suite on la connaît. Je me suis retrouvée le 19 septembre 2008 sur le plateau de la Starac. J'avais l'impression en fait on est un peu des hommes canons en fait. On nous met dans le canon, on est inconnus. Et puis après à nous de gérer la descente rapide, en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir un sacré parachute après, d'où le fait des parents quand vous êtes jeune comme ça, c'est d'avoir un sacré parachute parce que sinon si on s'y prépare pas on tombe. On tombe et c'est compliqué. Et moi, j'avais un aspect qui était pas présent en 2008, c'est l'aspect réseaux sociaux qui était beaucoup moins développé. Donc, j'ai vu des choses qui étaient assez blessantes en sortant, mais sur des forums où c'était très éparpillé sur Internet, c'était pas c'était pas frontal en fait. Ça pouvait l'être si on le lit, mais après, ça me faisait pas une notification sur mes réseaux, sachant qu'à l'époque, j'avais que Facebook. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est... En plus, pour vous, c'était encore différent parce que vous étiez du coup enfermée pendant 3 mois. Vous ne pouviez pas suivre au fur et à mesure. Alors, par exemple, pour Marina, vous aviez les articles directement lors de la diffusion. C'est un peu différent. Il y avait de l'instantané. En fait, moi, sur X Factor, ce qui se passait, c'est que donc, le soir, quand on rentrait vers minuit, 1h, on avait un mini débrief pour savoir qui commençait le lendemain matin à 8h, je crois. Et en fait, vers 2h du matin, il y avait les prestations en ligne et les commentaires en dessous. Donc il y avait des commentaires normaux et après les commentaires anonymes où ça allait. Ça y allait. Hein. Et du coup, juste avant de dormir, je me dis, c'est... Mon père me disait de ne pas les lire, mais c'est compliqué. On ne peut pas ne pas les lire. On peut pas. Et pour le coup, le fait, qu'on soit coupé du monde, c'est une très bonne chose. Parce que c'est vraiment être coupé du monde. Même parler à nos familles, c'est 1 minute. C'est une vraie minute. Hein. C'est pas pour rigoler. Et puis ça fait des conflits. Bon, ils savent faire. Si on dépasse de 2 secondes, ça veut dire que le dernier, il lui en manquera 6. donc voilà. Mais le fait de ne pas avoir accès à la presse, finalement, ça nous permet d'être concentrés, de garder le cap. Mais après, si on est un petit peu éveillé, on voit par rapport aux interviews qu'on a au confessionnal, où on essaye de nous emmener. Alors, je ne dis pas qu'on nous dirige, mais il y a quand même une émission à faire pour la quotidienne. Ça doit être des épisodes, ça doit raconter une histoire. Et des fois, l'histoire qui était racontée n'était absolument pas celle qui s'était déroulée. Ça, je l'ai vu en sortant. Mais sur le coup... Après, c'est la télé, c'est pas notre problème. Et puis, c'est à nous de gérer après ce qui se passe après. Mais au niveau du plateau, par contre, ça, c'est magique. Oui, surtout, vous avez pu côtoyer des stars, Marina aussi, alors d'X Factor. Ça doit être des expériences magiques, j'imagine. Est-ce que vous avez pu en retirer, discuter aussi avec les chanteurs, les chanteuses avec lesquels vous avez partagé la scène, avoir des conseils? Toi, tu as eu des... Moi, j'avais pu parler avec Bruno Mars, qui était grave cool. J'avais chanté avec lui et l'autre finaliste qui s'appelait Matthew Raymond Parker, qui en fait un bisou. J'ai Beyoncé qui m'avait félicité quand j'étais sortie de scène, mais j'ai pas chanté avec. Mais j'étais trop contente. Pardon. Excusez-moi. Non, franchement, c'était des belles expériences. Après, j'étais à côté de Lady Gaga, mais du coup, elle était dans son mood avec sa petite paille, ses cheveux bleus et tout. Donc, on s'est dit, bon, on n'a pas le droit de... à 1 semaine près. Ah mince. À 1 semaine près. Elle venait le prime d'après. Mais toi, tu as pu chanter avec des artistes aussi très renommés. Du coup, j'ai eu des super expériences que quand je le raconte aujourd'hui, c'est lunaire. Parce que j'ai l'impression que c'est une réalité alternative à ma vie. C'est quelque chose qui... je me dis que quand les Pussycat Dolls sont arrivés sur le plateau... Donc déjà, moi, je fais 1m57. Elles arrivent déjà sur talons, elles sont déjà grandes. Et puis, du coup, elles arrivent, elles se présentent. Et Nicole Scherzinger, du coup, qui arrive vers moi avec cette espèce de mou qu'elle a. Je me dis, c'est bon, elle m'aime pas... Enfin, on se dit, nous, en tant que artistes non confirmés, ils ont un jugement sur nous et tout. Et puis donc elle m'entend chanter une première fois, elle enlève les lunettes, elle m'entend chanter une deuxième fois, elle me regarde un peu d'un air peut-être. Après du coup c'était parti et elle voulait me montrer la choré, sauf qu'on est à... C'est pas possible en fait d'apprendre une chorégraphie qu'elles ont répétée. Elle m'emmène en loge parce qu'on s'est fait virer du plateau parce qu'elle durait trop longtemps. Les Américains prennent beaucoup de temps sur le plateau. On arrive en loge et elle veut me montrer la chorégraphie, mais de manière marquée. Donc je lui dis, écoute Nicole, le prime c'est dans 1 heure, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas habillée, j'y arriverai pas. Elle me fait, ok. Comment elle m'a dit, fais ce que tu veux, sois une rockstar. Je lui dis, pas de problème. Et je m'en vais dans le couloir et je fais...
Mais c'est des trucs absurdes. Enfin, ça paraît pas réel. Si on était dans l'ascenseur au-dessus de... Je ne sais pas si vous aviez ça sur vos émissions, il y a une espèce d'ascenseur dans le bâtiment 217 qui est le plus grand d'Europe, qui monte à je ne sais plus combien de mètres au-dessus du plateau. Et pour Studio Landy, c'est Landy aussi pour toi? Non, moi c'est 217. Okay. 217, c'est du coup il y a la Starac et tout, voilà, c'est pas à côté. Et donc s'il fait 2 mètres de haut, et visiblement, il n'avait pas peur du vide. Et il bouge. Je lui dis arrêtez de bouger. Et il m'a dit quelque chose d'incroyable, comme quoi, selon lui, dans sa vision, dans ce qu'il pensait de ma voix, et c'est hyper fou d'entendre ça juste avant de chanter, selon lui, je pourrais être invitée comme lui à la Starac. Donc ça, on ne peut pas le vérifier, mais je le dis, croyez-moi sur parole. On vous croit. Et quand il me dit ça, bon, déjà, je le prends comme vraiment un compliment incroyable. Et à côté de ça, je me dis, pression, on n'a pas encore chanté, Syl, tu me dis ça, il faut que j'assure. Et c'est finalement l'un des duos qui a le plus marqué mon aventure. Autant les gens qui ont vu le duo m'en parlent encore aujourd'hui, 16 ans après. Autant moi, j'ai passé un moment où j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose de magique, où la Johanna d'avant, parce qu'on change quand on fait une émission comme ça, on change. La Johanna d'avant, qui était sur scène instinctive, a rencontré la Johanna qui a appris plein de choses sur le plateau télé, et ça a créé, je pense, une entité nouvelle qui m'a donné une nouvelle impulsion dans l'aventure, en fait. C'est des échanges incroyables, c'est pas forcément des conseils, c'est la chose magique qu'il y a chez les artistes quand on chante, qui se passe. Des fois, ça crée une magie, des fois, ça ne fonctionne pas. Et là, avec Syl, il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé, qui a boosté l'artiste en devenir qui était à l'intérieur de moi. C'est un peu un déclic. Ouais. Et on parlait avant du suivi sur l'après. Est-ce que vous avez été justement suivi, je m'adresse aussi à Juliana, Loane, est-ce qu'il y a un suivi ensuite par des professionnels pour savoir comment gérer justement les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui Pas trop, non. Enfin, c'est plus du coup les parents qui reprennent le relais, Marina qui est là aussi pour nous aider. Et sinon, non. Mais si, il y a aussi une chose à dire quand même dans les émissions là. Vous avez quand même rencontré des psychologues. Hein. Ah oui, ouais, oui, il y a des psychologues qui sont là quand même pour tâter le terrain. On ne sait pas qui sont psychologues au départ. Ils viennent, ils parlent, ils font partie de l'équipe. Mais c'est très bien parce que moi aussi j'avais été accompagnée. Voilà. Si on est stressé ou pas, si on a des problèmes. Ils étaient là dès le premier casting à Paris. Non, dès le premier casting à Paris. Oui, là, Luna Rosa. Ah ouais, chez nous, pour le coup, c'est annoncé. Si vous avez envie de parler, elle était là, je crois, le jeudi, le jour de la répétition. Parce que du coup, on avait la possibilité aussi de l'appeler. Si jamais l'enfermement, ça nous rendait fous. Mais pour le coup, on avait l'occasion de la voir sur la répétition. Et c'est vrai qu'en effet, ça fait pas psy. Mais je pense qu'elle sait comment prendre chaque personne parce que c'est son boulot. Et c'est une discussion où justement, elle essayait de voir si tout allait bien, si on gérait bien, tout. Non, c'est à l'intérieur, pour le coup, il y a un suivi. En plus, nous, la psy, elle venait de Metz. Et son mari travaillait au Stade Saint-Symphorien. Il faut aussi dire que Loane est fan du SMS. Ah, bah voilà. C'est ça qu'il a retenu. Le casting avec le maillot. Et donc du coup, Juliana, Loane, donc vous êtes encore jeune, mais avant The Voice Kids, vous avez déjà fait plusieurs scènes, on l'a déjà dit. Est-ce que maintenant vous aimeriez faire une carrière dans la musique? Vous vous imaginez justement être des chanteurs connus ou évoluer dans le monde de la musique en tout cas? Oui. Je peux répondre d'abord. Moi, je voudrais faire ça toute ma vie. Être chanteur? Oui. C'est beau. Et alors moi, du coup, pas du tout. Pas du tout parce que j'aimerais continuer dans la musique, mais du coup, comme Marina, apprendre à quelqu'un. Parce que je trouve que être chanteur, c'est dur. Et plus de nos jours, il y a tellement de chanteurs que c'est compliqué de se mettre en avant ou de percer, comme on dit. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que moi, la musique, c'est toute ma vie, depuis toujours, et je veux pas arrêter ça, mais c'est vrai que devant les caméras, peut-être moins.
Donc voilà. Ok, mais plutôt aider, justement comme ta coach, reprendre le flambeau peut-être un jour, c'est ça qui te plairait? Je serai jamais à son niveau, mais... dis pas ça. Non, mais... Non, non, on mais a oui, chacun faire, notre niveau, notre expérience, donc t'inquiète. Faire du coup un peu comme elle m'a un peu donné l'inspiration depuis petite. Même maintenant on me dit mais tu chantes comme Marina, mais en fait elle m'a appris, donc je fais comme elle m'a appris et puis voilà. Mais t'as quand même ton timbre, ta touche et toutes les vibes que tu fais, c'est pas moi. Mais juste si je peux rebondir sur Loane, c'est bien que tu veuilles faire que tu veuilles en faire ton métier, et il faut savoir aussi que dans la musique il n'y a pas que la télé, et tu vas faire partie d'un groupe, ça marche aussi. Il y a des gens qui font tous les week-ends, qui vont chanter dans des soirées, etc., et qui en font leur métier. Et donc c'est pas parce qu'on n'est pas à la télé et qu'on perce pas comme tu as dit que ça marche pas. Enfin, moi je fais des scènes de temps en temps. Du coup, je suis contente, je me dis que je suis encore chanteuse, tout simplement, mais c'est pas, j'en vis pas en tant que chanteuse. Mais voilà, c'est vrai que le partage, comme on l'a dit avec vous, là, c'est déjà super. Enfin, moi, c'est ma raison de vivre aujourd'hui, ma deuxième raison de vivre après mon fils. Mais c'est vrai que voilà, on peut continuer dans la musique sans être sous les feux des projecteurs, quoi. Et puis, par expérience, ça peut être très... Moi, j'ai arrêté la musique pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je ne sortais plus une note. Parce que c'est tout ce qui était autour de la musique. La musique, c'était le feu. C'était la passion qui était à l'intérieur de moi. Mais je pense que j'ai eu un problème avec mon entourage. C'est pour ça que c'est très important de faire attention aux personnes qui vous entourent, de bien les choisir. Ce qui est bien, c'est que vous êtes jeune, vous avez vos parents derrière, vous avez Marina qui sait aussi. Et pour le coup, moi, je n'ai pas forcément eu ce qu'on dit aujourd'hui les drapeaux rouges. Et je pense que je pensais être artiste, mais je ne l'étais pas encore. J'étais une interprète et j'avais des aspirations, des envies, mais qu'on n'écoutait pas. Donc écoutez-vous, soyez... alors je suis la meuf qui donne des conseils, mais pas du tout, c'est juste des tips, des astuces. Si vous avez une envie et qu'on vous dit « oh non », et que vraiment vous sentez que c'est un truc qui va pas dans votre sens, écoutez-vous. N'attendez pas que d'arriver au point de rupture où on arrive à vous dégoûter de ce qui vous fait respirer, de ce qui vous fait la passion qu'il y a en vous. Ça a mis du temps à revenir, c'est revenu. En 2021, j'ai repris la chanson et avant je chantais en anglais, je chantais pour me cacher en fait, en anglais pour me cacher. Il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que je voulais juste chanter, mais je pense que je disais pas encore quelque chose. Il a fallu que je passe par la peinture pour réussir à devenir artiste et avoir vraiment des choses à dire. Il a fallu que je vive, que j'ai 2 enfants, voilà. Mais c'est toute une évolution, le fait de devenir artiste, chanteur ou même coach. Hein. C'est des expériences qui font qu'on a des choses à transmettre. Et à partir de là, du coup... c'est tout un cheminement. En fait, c'est tout un cheminement. Justement, on va revenir un petit peu sur votre expérience après la Starac. Vous aviez sorti déjà des titres juste après, il me semble. Alors, juste après, j'ai travaillé sur justement un album avec des personnes qui... D'abord, on m'a proposé un album. On m'a dit, on a ton album. J'ai dit, comment ça? Sachant que je venais de sortir, voilà. Et on m'a dit j'allais devenir la nouvelle Amy Winehouse française. Ah, il t'avait tout fait, en fait. Bah oui. Ouais. Et moi, 8 et 20 ans, j'ai dit non. J'ai dit non. Aujourd'hui, je me dis que je penserais autrement, mais là, j'ai dit non. Et donc après, j'ai travaillé sur mes chansons, mais sans être très impliquée dans la création. Donc, il n'y avait pas mon âme dedans, je ne sentais pas... Et puis, pareil, j'ai redit non. J'ai fait des choix en fait, et donc j'ai sorti un single qui est L'école des duplicata, qui finalement quand je l'écoute aujourd'hui me ressemblait quand même pas mal, correspondait à ma vision, à ce que j'avais envie de dire, mais ça ne correspondait pas à la musique que je voulais faire. Votre univers Mon musical, univers intérieur, voilà, exactement. Et j'ai participé après à un spectacle musical qui s'appelle Il était une fois Jodassin. Et ça a été une super expérience parce que finalement, je retrouvais le groupe.
On était 10 chanteurs. C'était pas un huis clos, mais en tournée, c'est pareil. On est enfermés tous ensemble, voilà. Et puis donc c'était toute la France. On a fait Suisse, Belgique. Et ensuite on a fait Ukraine, Russie. Donc c'était quand même une grosse structure, un gros spectacle qui nous a permis de voyager, de faire l'expérience de la scène autrement encore. Mais je savais que le spectacle c'était pas mon univers non plus. Et puis je voulais chanter mes chansons. Et en fait c'est ce fait de toujours poursuivre un rêve, le toucher du doigt et au dernier moment on l'enlève. Et en 2013, j'ai travaillé du coup sur 2 singles qui étaient électro, donc dans l'air du temps. C'était exactement ce que je voulais faire pour le coup. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je suis visuelle, je suis peintre. J'avais tout travaillé, mon look, tout. Mais vraiment, j'étais à fond dans mon électro, j'écrivais les paroles, tout était bon. Et là, on me dit que je vais faire les sélections de l'Eurovision. Ok. Donc je me retrouve à faire les sélections de l'Eurovision avec ma crête sur la tête qui correspond à l'électro, qui n'a rien à voir avec de la variété française que je chantais. Donc j'ai aimé la chanson. Et ça ne l'a pas fait. C'est du coup les Twin Twin qui étaient passés. Ce que j'ai pas mal pris. Mais on va dire que tous ces petits... À chaque fois, ces petits coups dans l'armure, parce que je me sentais vraiment solide. Hein. Il y avait un pas de porte, je défonçais le mur pour avancer. Moi, j'étais déterminée. Et là, pour le coup, ça y est, ça commençait à fissurer. Je commençais à être fatiguée émotionnellement. Et je me suis rendu compte que finalement, tous ces chemins qu'on nous dit, quand vous devez l'entendre aussi, toi tu as dû l'entendre aussi, c'est un chemin qui est tracé dans la tête des gens. Tu dois chanter. Sauf qu'à partir du moment où on sent que ça ne nous rend pas heureux, le chemin qu'on prend, je pense que c'est important de prendre du recul et de se dire « Ok, stop, je vais faire une pause, je vais voir ce qui se passe ». Ma pause a duré 8 ans. 8 ans vraiment, mais aujourd'hui je sais ce que je veux faire et rien n'empêche, aujourd'hui on peut partir, revenir et de toute façon, comme on disait, c'est pas le fait d'être médiatisé. Aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on peut créer notre propre chaîne de diffusion nous-mêmes, donc c'est ça qui est chouette, enfin voilà. Et Marina, comment ça s'est passé pour vous à la suite de X Factor puis The Voice? Est-ce que vous avez eu aussi des projets qui vous ont été proposés ou vos propres projets que vous avez pu concrétiser? Alors moi j'avais écrit un album en français. Du coup, j'avais pas été à ce moment-là signée. J'avais sorti, donc ça s'appelait Mon Petit Chemin. On avait fait 5000 ventes en région, donc c'était plutôt cool. Par contre, oui, après, on m'avait mis un petit peu dans une case. On m'avait dit, toi, tu vas chanter en anglais. Et moi, je voulais faire du français. Et donc, j'ai pas eu le choix de suivre j'avais le choix de suivre en vrai. Mais je me suis dit, je vais essayer. Donc, c'était mon année où j'ai commencé mon BTS, et donc c'est la 2e année. Je me suis dit, donc, soit je finis mon BTS, ou soit j'essaye le tout pour le tout, et comme ça, j'aurai pas de regrets. Donc, j'ai tout essayé vis-à-vis de la musique, dans le sens où voilà, j'étais signée, j'ai fait le clip, j'ai fait la chanson qui était vraiment belle, elle s'appelle Feelings. Mais en fait, le truc, c'est que normalement, on aurait dû la sortir en français et anglais, enfin franglais quoi. Et on m'a clairement dit en gros qu'à partir du moment où la chanson est sortie en anglais, on s'attaque pas que au français pour une place radio, mais à l'international. Mais moi, je voulais pas ça. Je voulais juste être diffusée et puis après essayer de faire mon petit chemin justement, voilà. Et du coup, au bout d'un moment, j'en ai aussi un petit peu marre parce que ça n'a pas marché comme je le souhaitais. J'avais aussi des belles opportunités, mais au final on me mettait toujours aussi la petite carotte comme on dit, et j'ai aussi eu ce petit dégoût. J'ai arrêté de vouloir faire des grosses scènes, des choses comme ça, j'avais plus l'envie non plus, et c'est là en fait que la porte s'est ouverte en mode est-ce que tu veux donner des cours de chant? Et je me suis dit ah ouais, j'ai essayé en fait les premières années. C'était ma première élève, je l'ai eu à 4 ans et demi, Juliana, c'est pour ça qu'on se connaît très très bien, ça fait plus de 10 ans. 11 cette année 11, ouais, 11 cette année qu'en fait ses parents et elle m'accordent une fidélité incroyable, et c'est pour ça que finalement je suis pas dégoûtée du monde de la musique, parce que en fait finalement j'ai su rebondir autrement. Voilà. Et donc justement maintenant vous avez ouvert votre école de musique à Forbach. Vous êtes, on l'a dit, la coach de Loane et Juliana, et vous en avez emmené d'ailleurs plein d'autres dans l'aventure The Voice et The Voice Kids. C'est une forme de reconnaissance aussi peut-être pour vous? Oui, on peut dire ça comme ça, oui, parce que oui, je suis contente parce que je me dis que le travail qu'on fait ensemble fonctionne, mais après moi je travaille avec eux,
Mais au final, c'est eux qui terminent le travail, c'est eux les artistes qui sont devant. Je suis là juste pour donner les outils, après ceux qui en font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, oui, cette année, pour faire un petit clin d'œil, on avait encore un trio qui était dans cette saison-là, donc la famille Goulon, Eloane, Noéline et Lowen, à qui on fait des bisous. Et ouais, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour les émissions, mais pas que. Et c'est ça qui est bien, il y a des personnes qui viennent uniquement pour apprendre à chanter ou faire leur première scène. Et ça, c'est beau aussi, c'est une victoire pour moi. Je veux dire, c'est pas... L'école n'est pas faite que pour des gens qui veulent faire des gros castings. Loin de là. Loin de là. C'est vraiment, de temps en temps, il y a des personnes qui sortent un peu du lot et qui se donnent les moyens et qui veulent le faire. Donc les personnes là, on les suit et il y a un accompagnement qui se fait derrière, quoi. Oui, pour développer leur passion finalement aussi. C'est ça. Et vous participez aussi maintenant aux sélections des pré-castings pour les émissions The Voice. Quel est votre rôle là-dedans? Comment ça se passe? Alors, en soi, je suis dans un jury et on fait une présélection pour pouvoir présenter les... J'aime pas dire les meilleurs, c'est pas ça, mais pas les meilleures personnes, mais les meilleures prestations au moment. Voilà, au bon moment, on va dire. À Bruno Lerberès, quand il revient. Et puis, en général, je le fais soit avec Stéphane de Direct FM ou soit avec Sissi du Bar L'Artiste. Voilà. Ok. Johanna, donc vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, vous êtes toujours dans le milieu artistique, même si vous avez arrêté la musique pendant 8 ans. Mais on vous a vu d'ailleurs plusieurs fois sur Mosaïque Cristal sous votre nom d'artiste Poum in Love. Donc vous êtes artiste peintre. Comment s'est passée cette transition justement depuis l'expérience de la Starac, etc. En fait, j'ai toujours dessiné. Depuis toute petite, c'était toujours quelque chose que je faisais, mais comme un hobby. Bizarrement, je n'ai jamais envisagé la peinture comme un métier, alors que j'envisageais la chanson comme un métier. Enfin, et en 2011, c'est par hasard que j'achète du coup une toile et de la peinture, et que je me dis, vas-y, tente, on ne sait pas. Et en fait, la sensation m'a plu. Je fais un bond dans le temps. En 2017, je me professionnalise, et... en fait, je me rends compte que le fait de créer du visuel, c'est aller au contact direct tout de suite en fait du public, de les rencontrer. Et finalement, il y a des personnes qui me suivaient en tant que chanteuse, qui aiment mon travail aujourd'hui et continuent à me suivre. Et c'est ce côté qui est très réel, très palpable, qui me plaisait, et le côté ombre aussi. C'est-à-dire que c'était plus moi qu'on regardait. On regardait les tableaux, on jugeait les tableaux, et ça m'a appris aussi à accepter le côté... dans la musique, c'est frontal. J'aime pas comment elle est habillée. Oh, elle est moche. Oh, j'aime pas sa voix. C'est très dur émotionnellement. Alors que là, quand on disait de mes toiles, oh, j'aime pas, c'est pas grave, c'est une émotion aussi. Pourquoi ça te dégoûte, voilà, du coup, c'était plus moi qui prenais. Et petit à petit, ça m'a permis aussi de comprendre, de faire un travail à l'intérieur de moi qui n'était pas possible. La musique, c'est rapide, c'est tout de suite. On doit être dedans. La peinture, c'est introspectif, c'est calme. On est dans son atelier, on est seul. Et ça m'a permis d'apprendre à me connaître. Ça m'a permis de comprendre quelques... petits, si je peux appeler ça, des petits traumas qui se sont passés à l'époque de Starac ou même avant. Et je les ai personnifiés. Donc dans les Ningyo, c'est mon personnage un peu biscornu qui représente du coup la féminité. Et en même temps, le fait d'accepter son corps et ses défauts qui n'en sont pas. Par rapport à la remise en question de ma féminité que j'ai eue pratiquement tout au long de ma vie. Habille-toi, maquille-toi, sois plus féminine. C'est des choses qui m'ont touchée. Je les ai mis en peinture, et c'est donc en 2021, quand je participe aux 20 ans de la Starac, que là c'est un choc. Me retrouver de nouveau sur un plateau télé alors que j'étais dans mon atelier. J'ai eu 2 enfants et je venais d'accoucher de la 2e 2 mois avant. Reconfronter mon image après ma grossesse, comme ça, sur TF1, c'était assez fort pour moi, de me retrouver de nouveau sous le feu des projecteurs alors que je n'avais pas chanté depuis 8 ans. Et donc le fait de rencontrer une famille aussi, parce qu'on était là 8, donc on n'a pas vu les autres saisons avant. Alors que les autres ont pu se rencontrer entre eux. Nous, non. En fait, on était les derniers. Et là, je me retrouve avec mes grands frères, mes grandes sœurs, qui me connaissent, mais que moi, je ne connais pas. Ah, Johanna, ouais, tu chantes bien et tout. Ah, je me souviens de toi. Et moi qui pensais avoir été complètement oubliée dans mon atelier, là, j'ai eu un espèce de choc. Et le seul moment où je me suis sentie vraiment bien, c'est quand j'ai chanté.
Donc là, je me suis dit, ok, Johanna, bon, il y a peut-être encore quelque chose qui existe. Tu pensais que le feu était éteint, mais peut-être il reste un peu de braise. Là, on va voir, on va souffler dessus un peu. Et un mois plus tard, je recomposais ma première chanson en français. Donc ça y est, prête à dévoiler. Et surtout avec des vrais sujets qui me concernaient, mais qui pouvaient aussi être fédérateurs et concerner n'importe qui. Le fait de s'accepter, le fait de traverser une période sombre, voilà. Là, je l'avais vécu, cette période hyper sombre. Et donc, la peinture m'a ramenée de nouveau à la musique. Et aujourd'hui, j'aspire à mêler les deux. C'est-à-dire, on a vu longtemps la face de la lune qu'on voit, la pleine lune. Enfin, voilà. Et maintenant, j'ai envie de dévoiler la face cachée. Et du coup, vous avez de nouveau des projets dans la musique ? Ouais, j'ai de nouveau le projet dans la musique, c'est vraiment de dévoiler cette face cachée qui est à l'intérieur de moi, que j'ai jamais vraiment mis en peinture parce que c'est très pop, très coloré, c'est très good vibe, c'est ça que je voulais propager. Et maintenant, j'ai envie d'exorciser, si je peux dire ça comme ça, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, tout ce qui est sombre, mais pas de manière négative. Plus le fait d'être un petit peu, de filtrer à travers moi ce que les gens pourraient ressentir et peut-être qu'ils se retrouvent dans ma voix, dans ma musique et potentiellement dans le visuel vu que ça ira avec. Donc voilà, aujourd'hui c'est le mélange des deux qui est le projet. Et du coup, ce projet, est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous voudriez le concrétiser ou est-ce qu'on pourrait le Je ne sais pas encore quand. Parce qu'il faut un financement, concrètement. Et mon but, ce serait de créer une exposition, en fait, mais avec un show. Donc, mêler musique et chanson au même endroit et que ce soit immersif. Mêler vos deux passions, finalement. Voilà, les deux passions et puis même les deux univers qui, finalement, ramener Johanna avec Poum et faire qu'une seule artiste, un seul personnage, une seule entité. Et que les gens qui se retrouvent dans le visuel s'y retrouvent, dans la musique s'y retrouvent, ou les deux, en fait. Voilà. C'est une belle histoire, en tout cas. Merci. Marina, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des projets personnels aussi dans la musique, en dehors de votre école de musique ? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Funky Men, enfin je chante avec les Funky Men plutôt. Du coup de temps en temps je fais des scènes avec eux et je suis contente parce que je chante des choses que j'aime. Enfin, j'ai toujours voulu chanter de la soul, des Aretha Franklin, James Brown et compagnie. Donc voilà, du coup je me fais mon petit plaisir de temps en temps. Et après j'ai sorti un titre là récemment mais je fais pas de pub spécialement dessus parce que en fait c'était plus un... Comment expliquer ça ? Un moyen pour moi d'exprimer, de guérir d'une situation passée. Donc je l'ai sorti. Les gens qui ont suivi mes stories savent qu'elle est sur les réseaux, mais je fais pas de pub là-dessus. C'était juste pour moi en fait de base. Ok, donc la musique finalement, vous, ça vous aide aussi à exprimer des émotions. Ouais, c'est redevenu un échappatoire. Pendant une période, ça l'était plus, et là, c'est redevenu, voilà, comme tu as dit, en fait, on a des braises, au bout d'un moment, il faut souffler dessus. Et soit ça se rallume ou pas, et je pense que ça se rallume un petit peu chez chaque artiste qui y croit. Et nos deux jeunes, Juliana, Loane, est-ce que de votre côté, il y a des projets, Juliana, de ton côté ? On continue à faire des scènes. Du coup, j'ai aussi un groupe qui s'appelle Intemporel. Que, du coup, comme Marina l'a dit, on chante des chansons qu'on aime avec beaucoup de personnes qui est derrière, qui jouent. Enfin, c'est du direct, donc c'est mieux que sur bande son. Donc, on fait plusieurs dates, comme le 1er novembre à Forbach au comptoir d'Émile. Je fais aussi des dates seules, du coup, pour le 23 novembre aussi au Lions Club à Forbach. Enfin, je fais plein de trucs dans la région et de toute façon, tout sur mes réseaux sociaux, donc voilà. On pourra suivre tout ça avec plaisir. Et de ton côté, Loane, aussi des petites scènes ? Est-ce que tu as retenu ? Sinon, il y a ta coach qui est là pour t'aider. Il y a une grosse scène. Alors, il y a une grosse scène ce samedi. Ce sera avec les 10 commandements au Zénith de Strasbourg. Ok. À 20h30. Parce qu'il y a deux représentations, oui. C'est ça. Et sinon, le 11 janvier 2025. Oui. À quelle heure ? Alors c'est le soir, en fait, ils vont participer à la soirée pour Icréadis. Et donc voilà, du coup, Juliana, Loane et ainsi que le petit trio qu'on a parlé avant vont pouvoir chanter, enfin ils vont chanter tout au courant de la soirée pour soutenir aussi justement ce que Icréadis aimerait créer, un collège. Donc voilà, avec les fonds qu'ils vont récolter durant la soirée, ça servira à ça, quoi. Ok,
Ok. Et du coup, dernière question, est-ce que pour vous, ces télécrochets, je m'adresse peut-être plus à vous qui avez plus d'expérience, etc., ça permet vraiment d'être un tremplin pour les artistes? Absolument. Oui, ouais, totalement. Absolument. Même s'il n'y a pas de grosse notoriété après ça, mais ça permet quand même de concrétiser des projets. Il y avait un album tout de suite après, etc., c'est ça? Concrètement, ça lance la machine. Après, c'est à nous de gérer ce qui se passe, de faire perdurer cet attrait qui est sur nous, de surfer sur la vague en fait. C'est exactement ça, parce que la vague à un moment donné, quand on sort d'un télécrochet, moi on m'avait dit ça dure 6 mois. T'habitues pas, ça dure 6 mois. Finalement, ça dure depuis 16 ans. Mais pour le coup, ça a diminué, on va dire, le nombre de personnes, ça a diminué. Mais il y a un socle hyper solide, je pense que toi, c'est pareil, qui est là depuis 16 ans et qui ne me lâche pas et qui est là pour nous. Et si nous, on continue à leur donner quelque chose, ils vont continuer. Mais je pense qu'en effet, oui, c'est un vrai tremplin si on sait utiliser après le parachute. C'est ça. Et écoutez, je vous souhaite à tous de concrétiser tous vos projets, Juliana, Loane, Marina et Johanna aussi, avec les beaux projets qui arrivent. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne journée. Rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, c'est un beau week-end qui nous attend. Le soleil sera toujours bien présent et les températures restent agréables. Les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain nous fêtons les Dimitri et il fera jour de 8h10 à 18h20. Passez tous encore une très belle journée et un excellent week-end. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. Téléphone, mail, site internet et réseaux sociaux, personne n'est à l'abri des arnaques financières. Les escrocs utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour obtenir vos données bancaires et personnelles. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur avant de partager des informations personnelles. Retrouvez nos conseils sur abe-infoservice.fr, le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France. Protégez votre argent, sécurisez votre avenir.